L'été de l'économie engagée, c'est le festival pour découvrir des entrepreneurs qui placent la solidarité et la protection de la planète au cœur de leurs projets. Les canaux et leurs partenaires les soutiennent tout au long de l'année. Mais cet été, nous vous proposons de les découvrir à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des vidéos. Et vous allez voir qui sont ces acteurs qui font l'économie positive de demain. La mode peut être éthique et responsable si on sort de la course perpétuelle aux quantités. Les vêtements doivent être durables et désirables. L'économie circulaire nous offre l'opportunité d'habiter autrement, de transformer, de construire localement sans détruire en réinventant la matière. On va bientôt être 9 milliards d'habitants sur Terre, sur un espace contraint. Il y a quasiment autant de gens qui ont faim que de gens qui souffrent d'obésité. On voit bien qu'on a un système qui ne fonctionne plus. Il y a plein de solutions, au niveau mondial comme au niveau local. Donc il faut aller voir les conférences des canaux. L'écotourisme, c'est aimer découvrir le monde et les gens et vouloir les préserver. Aujourd'hui, l'aventure, la découverte s'invente avec des pratiques responsables. Bonjour à toutes et tous, je suis Oriane de l'association des Canaux. Je suis ravie de vous accueillir sur ce cycle d'événements consacré à l'alimentation et l'agriculture durable organisé par les Canaux dans le cadre de notre festival L'été de l'économie engagée. Ce festival est en partenariat avec Arte, Enlarge Your Paris, Mouvement Up et beaucoup d'autres qu'on remercie. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre consacrée à l'alimentation durable et la solidarité face à la crise. Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir la brillante initiative de la communauté écotable Restaurons les soignants durablement. Elle sera animée par Hervé, coprésident de la communauté écotable, que je remercie. Tout au long de la rencontre, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live Facebook. On consacrera un temps de questions-réponses avec les intervenantes à la fin de la rencontre. Merci à toutes et tous d'être virtuellement présents. Je vous laisse en compagnie d'Hervé Marot et de nos intervenantes. Bon visionnage. Merci beaucoup, Oriane, pour cette introduction. Et c'est un plaisir pour nous trois qui sommes quelques représentants, on va dire, de la communauté écotable, de pouvoir vous raconter comment nous nous sommes mobilisés justement avec nos valeurs chères à la communauté écotable durant la crise du coronavirus au cours des mois passés. Je suis donc Hervé Marot, coprésident de la communauté écotable. La communauté écotable, c'est l'association qui réunit les restaurateurs, les professionnels de l'alimentation, les producteurs, les passionnés des enjeux donc, de l'alimentation durable. Nous existions bien avant cette crise. Nous étions mobilisés sur bien des fronts quand tout d'un coup cette crise a ouvert et nous a amenés à nous mobiliser autrement, mais sans déroger à cette envie justement que de la fourche à la fourchette, nos assiettes soient autrement plus reluctantes qu'elles n'ont pu l'être par le passé à grands coups de lobbying industriel. Oui, on commence en disant les choses clairement. Vous êtes à la communauté écotable, désolé, on n'a pas notre langue dans notre poche et vous allez le voir. Je vais d'ailleurs donner la parole tout de suite pour qu'elle se présente à Ariane avant ensuite de laisser Agathe se présenter également. Ariane, à toi. Bonjour, donc, je suis Ariane Delmas. Et je suis cofondatrice et dirigeante d'une entreprise de restauration engagée qui s'appelle les Marmites Volantes, qui existe depuis 8 ans maintenant. Nous avons des restaurants où nous accueillons des clients, nous livrons des petites marmites à vélo, des livreurs salariés, et puis nous livrons aussi des établissements scolaires en tant qu'acteurs de la restauration collective scolaire alternative. Voilà, les 3 restaurants sont labellisés écotables et c'est assez naturellement que je suis moi-même active au sein de la communauté écotable. Voilà, je laisse la parole à Agathe. Bonjour à tous, donc moi c'est Agathe. J'ai un parcours de 6 ans dans la restauration, notamment pour le développement de restaurants et des ouvertures à l'international pour des grands groupes. Et suite à ce parcours, mes réflexions personnelles et mon engagement écologique m'ont amené à réfléchir à comment intégrer des notions plus écologiques et avec aussi plus d'humain dans la restauration. Et donc, c'est assez naturellement que je me suis rapprochée de la communauté écotable et que très rapidement, au moment du confinement,
on a construit ce projet de restauration des soignants et que du coup, j'ai assuré la coordination de ce projet. Voilà, à ce stade, vous commencez à cerner un petit peu ce qui nous anime tous les trois et en fait, on va vous en dire un peu plus et vous allez pouvoir le voir à l'aune donc de ce qu'on a mis en place pendant la crise du coronavirus, à savoir l'opération Restaurons les soignants durablement qui s'est lancée très rapidement en fait dans la foulée du confinement. On s'est tous très vite parlé pour réfléchir à ce que nous allions faire, ce que nous allions faire pour être en phase en fait avec les enjeux du moment. Et peut-être là-dessus, j'ai envie de donner la parole à Ariane pour la petite histoire. En fait, on s'est parlé avec Ariane, je crois, enfin, le 15 mars, quand tout le monde allait aux urnes pour le premier tour. On s'était passé un coup de fil et à ce moment-là, en fait, on a commencé à sentir qu'en fait, bon, ben, et si on sortait un petit peu de nos habitudes, mais en restant nous-mêmes. Ariane, je te laisse la parole pour raconter un petit peu la genèse de cette opération et voilà, à toi. Effectivement, quand on s'est appelé le 15 mars, toi et moi, on s'était parlé quelques fois dans des rencontres écotables, mais on a partagé une discussion de citoyens, en fait, de citoyens face à une situation inédite. On ne savait pas très bien ce qui nous attendait, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français. Mais notre réflexion, elle a été au-delà en disant, mais bon, au fond, nous, on est des acteurs économiques de l'alimentation. On est habituellement, en tout cas jusqu'à la veille, il y a 2 jours, un maillon d'une chaîne entre des producteurs, des consommateurs, et que on est toujours ce maillon. La chaîne, elle a l'air d'être arrêtée, mais est-ce qu'elle est vraiment arrêtée? Est-ce que nous, restaurateurs, on reste restaurateurs? Est-ce qu'on a toujours un rôle à jouer? Et quel peut être ce rôle? Il y avait plusieurs idées. Il y avait est-ce qu'on peut nourrir des gens qui ont besoin d'être nourris? Est-ce qu'on peut devenir un point de distribution pour rester au service des producteurs qui ont besoin d'écouler de la marchandise? Enfin, j'en ai un souvenir où il y avait plein d'idées, plein de questionnements en tout cas sur bon, ok, il y a plein de trucs qui s'arrêtent, mais en fait l'alimentation ça peut pas vraiment s'arrêter parce que les producteurs ils n'ont pas dit aux carottes d'arrêter de grossir et les gens ils vont pas arrêter d'avoir faim. Donc je me souviens de cette interrogation là. Et qui est restée, c'était encore des interrogations quand on en a parlé tous les deux avec Hervé le dimanche. Et on a dit, tiens, on n'a qu'à se réunir avec ceux qui ont envie au sein de la communauté. C'était le lendemain matin, première vidéo. Pour moi, c'était le premier Zoom de ma vie. J'avoue, je n'avais jamais fait de Zoom auparavant. Et bon, là, tour de table sur un peu la météo, entre guillemets, de chacun. Parce qu'évidemment, c'était aussi des moments personnels où il y avait beaucoup de questionnements. Donc, il y a eu ce moment d'échange du lundi matin, là, ou lundi après-midi. Et c'est ça où déjà on s'est senti moins seul, Hervé et moi. On s'est dit, il y a beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions que nous, qui ont encore plus d'idées, plus de manières de faire. Et je crois que c'est là qu'il y a eu la première étincelle sur, en fait, à plusieurs, là, on sent qu'on peut faire quelque chose. Et commencer à discuter des besoins qu'on identifiait, qui avait faim, qui avait du mal à se nourrir. Mais c'était encore flou. Dès le lundi, au lundi, c'était encore flou, si je puis dire, quand je vois le projet qui a été monté en quelques jours et final aujourd'hui, sur lequel on a le recul. C'est tout à fait. Justement, là-dessus, très rapidement, il y a pas mal d'intuitions donc, qui sont échangées, partagées au sein de la communauté écotable. Et ces intuitions vont devenir des informations avec le premier message que va recevoir et nous transmettre Ayloane Dupuis, la chef de Saisonneau, qui nous transmet ce message d'appel à l'aide, littéralement, de la pitié salpêtrière dans mes mémoires, qui nous dit, écoutez, nos cuisines ferment, les cuisines pour restaurer nos soignants ferment, est-ce que vous pouvez nous aider? Et là, en fait, d'une intuition, on était passé à une information, et c'est là que tout s'accélère. Agathe, Ariane, je ne sais pas si l'une d'eux veut continuer à raconter ce bout de l'histoire parce que c'est là qu'en fait ça commence à activer ce sacré bateau pirate de la communauté écotable. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé quand on a commencé à recevoir ces messages de soignants, c'est comme tu dis, on a concrétisé cette idée, cet embryon d'idée qu'on avait.
en se disant bon, il y a vraiment quelque chose à faire, on peut vraiment agir comme acteur de l'alimentation dans cette crise. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait monter comme projet et en fait, très rapidement, parce que je pense que c'est vers le 18 mars qu'on a dû avoir une nouvelle réunion assez opérationnelle, très rapidement, on a lancé le projet et on a décidé de restaurer les soignants. Et notamment parce que les cuisines avaient fermé dans beaucoup d'établissements, ou alors elles avaient restreint leurs horaires et qu'on voyait qu'il y avait un vrai besoin. Donc, on voulait vraiment répondre à ce besoin. Et donc, l'objectif a été très rapidement de monter une campagne de financement et de livrer 500 repas par jour aux soignants. Donc, on a très concrètement monté ce projet. En quelques chiffres, pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait. Au début, on ne savait pas vraiment dans quoi on se lançait. Au final, les chiffres de l'opération, c'est environ 30 000 repas qui ont été livrés sur 8 semaines dans une trentaine d'établissements de soins, en majorité dans les banlieues parisiennes. Il y a une centaine de personnes qui ont été impliquées dans le projet en comptant tous les bénévoles et tous les acteurs du projet et actrices. On a eu 1800 donateurs sur notre campagne KissKissBankBank qu'on a lancée dès le 21 mars. Donc, vous voyez, ça s'est lancé en 3 jours. En fait, on a lancé cette campagne de financement. Et voilà, après, une vingtaine de producteurs et de nombreuses parties prenantes du projet qui ont participé à cet élan de solidarité. Voilà un petit peu pour le projet. Je crois qu'Ariane veut intervenir. Oui, j'ajouterais quelque chose. Effectivement, c'est que au moment où on commence à identifier ces besoins avec les soignants, il y a aussi des besoins sur les précaires. C'est-à-dire qu'on est aussi en contact, enfin dans le collectif, dans ces gens qui sont autour de leur téléphone, autour de leur ordinateur. Il y a aussi des gens qui ont plus l'habitude de côtoyer des démunis, qui sont plus engagés dans l'aide alimentaire que d'autres acteurs. Par exemple, le Marmite Volante, c'est un sujet qu'on avait très peu approché jusqu'au confinement et on reçoit aussi les appels à l'aide. Et en fait, exactement comme le disait Agathe, on s'est dit, en fait, nous, on est prêts, on a des cuisines, on a des cuisiniers, on a des contacts avec des producteurs, il y a des gens qui ont faim, il y en a d'autres. Les soignants, ils n'avaient pas faim, ils avaient des contraintes logistiques qui étaient très fortes. Et ce n'était pas tout à fait les mêmes besoins, ce n'était pas tout à fait les mêmes genres de projets. Et donc, on a décidé de mener 2 projets de front. Un projet où on collectait des fonds auprès du grand public pour payer des produits auprès des producteurs et puis pouvoir rémunérer aussi des chefs qui, eux, ne pouvaient pas avoir accès au chômage partiel parce qu'ils n'avaient pas le statut adéquat et offrir des repas aux soignants. Ça, c'était un projet. Et en parallèle, il y a un projet pour les soignants qui s'est monté aussi à partir d'invendus alimentaires, donc de dons, avec des cuisiniers et des chefs bénévoles pour offrir aussi des repas. Mais c'était des choses en parallèle et je pense que c'est important de mesurer qu'il y avait plein de besoins, qu'on a essayé de se mobiliser, mais que la réussite des 2 projets, c'était aussi parce qu'on en a fait 2 choses différentes. Parce que les besoins n'étaient pas les mêmes, les contextes n'étaient pas les mêmes et que la campagne de financement auprès du grand public, elle était portée pour les soignants. Sur les précaires, les financements étaient obtenus auprès d'institutions, auprès du public, enfin d'institutions publiques, mais aussi de fondations privées. Donc, c'est vraiment intéressant dans cette phase où tout le monde est sous le choc, là, en 24 heures, 48 heures, en fait, on est plusieurs à se rassembler, à partager des besoins et à se dire qu'on peut se mobiliser fortement, quoi, de manière très, très forte en termes d'heures passées et de neurones connectés, quoi, si je puis dire. Et c'est vrai qu'en plus, là-dessus, pour le coup, ce qui est impressionnant à ce moment-là, et on s'en rend compte encore plus avec le recul, mais sur le moment, on est quand même fasciné par ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à lancer cette opération en plus parce que les citoyens la soutiennent. C'est-à-dire que sans les contributeurs de KissKissBankBank, c'est très compliqué d'imaginer comment on aurait démarré, parce qu'en fait, on était plein d'envie, on avait plein d'idées, on savait clairement ce qu'il fallait faire, mais on n'avait pas les fonds. Et si on n'a pas ce soutien immédiat et très fort en plus, très vite, des citoyens, au final, la campagne KissKissBankBank aura représenté 1/3 du budget de l'opération. C'est colossal. Sans cette campagne, on ne serait pas parvenu à faire décoller l'opération. Ça, c'était quelque chose qui était assez frappant. Ariane, je pense que tu t'en souviens dans les premières semaines. Et ça nous a permis ensuite d'aller convaincre les partenaires, justement, institutionnels les plus divers, justement, de venir se mobiliser
aux côtés des citoyens qui, eux, avaient commencé à le faire bien en amont. C'est vrai qu'il y a autre chose qui me semble important, c'est que dans les discussions, dans ce collectif, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, à part en Zoom, en vidéo. Mais il y a aussi sur cette histoire de financement quelque chose qui se dégage et qui dit en fait, faut quand même qu'on y aille que si on a l'argent. Et je me souviens aussi que Hervé, entre autres, et d'autres ont monté une campagne de crowdfunding en 24 heures, allez, 36 heures en incluant les heures de nuit. Mais en moins d'une semaine, on avait une campagne qui était montée aussi grâce à KissKissBankBank qui nous a accompagnés et qui nous a aidés. Mais je pense que je ne sais pas si c'est la campagne qui a été montée la plus rapidement, mais c'était important pour nous de se dire on ne part pas en se disant on verra plus tard. Ce qui est pas du tout une meilleure manière qu'une autre. Mais il y a des projets, et ce n'est pas le nôtre, mais il y a des projets et ils disent on y va, on trouvera l'argent au fur et à mesure. Nous, on avait décidé d'amorcer la pompe par KissKissBankBank et on disait, à chaque tranche, on avait une semaine de plus ou une journée de plus de repas qui étaient fournis. Et je pense que dans la démarche économique d'un tel projet, finalement, on prenait peu de risques, ni à titre individuel, ni au titre de nos entreprises. Ce n'est pas nous qui avons mis l'argent au départ. Et je pense que ça aussi, dans la logique de construction du projet, ça me semble important. Il y a aussi quelque chose de très important par rapport au succès de cette opération et on s'en est rendu compte très vite dès qu'on s'est lancé. C'est le fait que cette communauté, elle préexistait avant la crise, qu'on se connaissait tous les uns les autres de réputation ou d'avoir travaillé ensemble. Donc, ça permettait de créer un lien entre tout le monde assez spontané. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, par exemple, Ariane, justement, sur ces valeurs qui a caractérisé la communauté écotable avant, justement, la crise. Et en fait, la crise n'a permis que de mieux les mettre en lumière, quelque part. C'est assez étonnant parce que effectivement, tous ces gens qu'on ne connaissait pas, on ne se connaissait que très peu, certains pas du tout, d'autres. Et pourtant, il y avait quelque chose de fort entre nous. Et on en a rediscuté pendant, parce que quand même, on se disait, mais c'est dingue, on est quand même 18 là derrière nos écrans, en train de porter ce projet. On ne s'est jamais vu pour une grande partie, on ne s'est jamais parlé, on se connaît entre structures, mais je pense qu'il y a eu un effet de solidarité. Solidarité auprès de ceux qui avaient des besoins et cette valeur-là, elle a été très forte pour nous. Et puis, je pense que pour un certain nombre, parce qu'autour de la table, il y avait des gens comme Agathe, des citoyens engagés qui avaient des expertises professionnelles, il y avait des acteurs économiques comme les marmites volantes, mais comme la table du réchaud, comme Désiré, des restaurateurs en fait. Mais c'était un mix d'acteurs économiques et d'acteurs individuels. Et c'était aussi un moment d'engagement, de militantisme où nous, acteurs économiques, on est presque sortis de notre rôle d'acteur économique. Ce n'est pas parce qu'on est un acteur économique qu'on ne peut pas devenir un individu, être un citoyen et mettre au service de la vie publique des choses qu'on a au sein de son acteur économique. Je pense que pour moi, en tout cas, à titre personnel, c'était quelque chose de très fort d'avoir cette double casquette et aussi de sortir de mon rôle j'étais pas là pour parler de mon entreprise, c'était pas mon entreprise l'enjeu. C'était d'être solidaire avec tous ces gens-là. Et ça me semble important sur le positionnement. C'est un aspect important, l'aspect inédit, et peut-être avant que je passe la parole à Agathe, un aspect inédit aussi, c'est que d'habitude, tous ces chefs, Ariane a parlé des marmites volantes, de la table du réchaud, de Désiré, mais également Cézonneau, Chloé Charles, Alessandra Montagne, Luc Pradal, et j'en passe, qui sont venus se mobiliser les uns après les autres, chacun commençant quand il pouvait bien commencer. Il y a un truc assez inédit qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces noms, toutes ces entités dont je viens de vous parler, ils travaillent dans leur restaurant, dans leur cuisine, avec leur clientèle du midi, du soir, du week-end, du brunch ou du quoi que ce soit, en fait. Mais ils n'ont pas l'habitude de partager une cuisine, des recettes, des producteurs. Et là, tout d'un coup, en fait, je ne sais pas si tu peux en parler de ton point de vue justement d'acteur économique en la matière. Il se passe un truc complètement inédit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pot commun qui se crée avec un pôle approvisionnement, un pôle recette,
Ariane, est-ce que tu veux en dire un mot justement de ce point de vue d'acteur économique sur le côté inédit de la chose? Ben, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est un peu l'ambivalence entre les deux, parce que en fait, on n'est pas tous ces acteurs dont on parle, c'est pas des acteurs quelconques, c'est pas des acteurs économiques anonymes. C'est tous des acteurs qui partageaient des choses et qui ont tout le monde, par exemple, quand on a parlé des approvisionnements, tout le monde a voulu que ces producteurs soient dans la liste et qu'il fallait sauver ces producteurs, etc. Donc, il y avait quelque chose de se dire, en fait, quand moi je suis dans mon restaurant, je suis au service des producteurs, puisque pour beaucoup d'entre nous, on travaille avec des producteurs en direct. Et c'était aussi une de nos inquiétudes. Certes, il y avait des gens qui avaient faim, mais enfin, il y avait surtout des producteurs qui avaient des produits à vendre, pour certains, qu'ils étaient prêts à donner même, des fruits, des légumes, de la viande, de la crèmerie, enfin, plein de choses, quoi. Et qu'on a tout de suite pensé à eux. Et donc, dans ce pot commun, par exemple, il y a une liste avec, au démarrage, il y avait peut-être 50, 80 contacts de producteurs que chaque restaurateur a mis dans un tableau Excel pour que l'équipe qui s'est proposée pour gérer les approvisionnements puisse le faire. Et pareil sur l'approche des recettes, qui était de dire on écoute ce que les producteurs nous disent qu'ils ont à vendre, enfin, ou à nous envoyer, et on construit les recettes à partir de ça, pour qu'il y ait une forme de logique et qu'on soit vraiment à leur service. On leur demande pas des fraises s'ils en ont pas, ou que, voilà, et que s'ils nous disent j'ai beaucoup de pommes de terre, ce serait bien de faire plein de recettes avec des pommes de terre, et que l'équipe recette elle ait ça sous la main. Donc effectivement le point commun de l'ensemble de ces structures, c'est quand même de réfléchir à l'agriculture, pour qui on travaille. On travaille pour nos clients, mais on travaille aussi pour nos producteurs. Et ça revient à ce maillon dans cette chaîne. Et je pense que la mise en commun de tout ça, c'est aussi ça qui a fait la réussite du projet. Moi, toute seule, j'aurais pas réussi. Et je pense que Désiré non plus, et la table du réchaud, et Cézono non plus. Donc, il y a quelque chose de... Et ça, c'est peut-être une autre valeur... à part la solidarité, c'est la collaboration, c'est la coopération qui s'est révélée pendant ce temps de confinement, mais j'avoue que je pense que ça va aujourd'hui, et on en parlera, mais c'est ce qui reste dans la... C'était pas une coopération éphémère, enfin c'était éphémère sur ce projet, mais en fait il reste aujourd'hui des racines qui vont rester pour longtemps et qui vont nous aider à construire la suite. Je pense que ça c'est intéressant aussi d'observer ça, et qu'il n'y avait pas d'opportunisme dans ce qu'on a fait. Et je pense que ça, c'est important aussi de le dire. C'était très spontané, et on avait vraiment le souci d'aider les autres. Et je pense que ça, c'est pas que les soignants, mais je pense beaucoup aux producteurs, parce que sans eux, on n'existerait pas, quoi. Enfin, on ne pourrait pas faire ce qu'on défend. Et ils ont besoin d'être soutenus, ils ont eu besoin d'être soutenus. Et d'ailleurs, dans les retours, certains nous ont dit, mais... franchement, c'est génial. Sans vous, on aurait dû jeter, ou on aurait dû mettre plus de gens au chômage partiel. Enfin, il y a vraiment eu des retours très, très précis sur ce que l'opération avait permis de générer chez les producteurs. C'est là-dessus, justement, il y a deux aspects, peut-être. Enfin, il y a à la fois, justement, donc, ce cercle vertueux inédit pour une opération inédite qui est créée, permettant donc à la fois de rémunérer des producteurs qui n'avaient plus d'issue pour nombre de leurs produits, de rémunérer des chefs qui ne pouvaient pas accéder donc au chômage partiel, de faire survivre des entreprises de livraison qui évidemment fatalement ne livraient plus autant. Donc il y a tout un cercle vertueux qui permet, en plus de restaurer les soignants durablement, lesquels sont évidemment matin, midi et soir en train de se dépasser pour sauver un maximum de vies. En plus de ce cercle vertueux, il y a quelque chose de très spécial, et pour moi une des incarnations vraiment de ça dans le projet, c'est Bérengère Fagard de Célune. C'est-à-dire c'est même pas une dynamique, c'est un dynamisme collectif qu'elle incarne comme peu d'autres, et ça va se ressentir très vite sur un aspect assez inédit de gestion de la cuisine. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Agathe, là-dessus, et tout, un petit peu ce mode de gestion d'une cuisine centrale complètement inédit que Bérengère va diriger quelque part d'une main de, je ne sais pas, enfin, c'est à part ce qu'elle a fait et la synergie qu'elle a réussi à créer. Agathe, si tu veux en dire un peu plus là-dessus. Oui, complètement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le disiez, on a réuni des acteurs économiques qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble.
de la même façon que nous, on s'était réunis en équipe projet au lancement du projet. Et donc, quand on s'est retrouvé à devoir gérer une cuisine qui allait produire 500 et 800 repas par jour avec que des cuisiniers professionnels habitués à travailler individuellement, on a réfléchi avec ces cuisiniers et avec Bérangère et tous les acteurs de ce projet à comment est-ce qu'on pouvait construire une cuisine qui aille dans le sens en fait de ce collectif qu'on avait créé. Et donc, on a réfléchi à avoir une organisation horizontale de la cuisine. C'est assez atypique dans la restauration, parce que les cuisines, en général, c'est très vertical, avec des brigades sur des modèles calqués sur l'armée. Il y a quelques cuisines qui existent, par exemple la cuisine de l'Oratoire, qui était un des acteurs avec qui on travaillait de façon très proche, qui fonctionne horizontalement. Et donc, on s'est inspiré de ces cuisines-là pour construire le modèle d'organisation de la cuisine, dans lequel, en fait, on avait des référents, mais qui étaient tous au même niveau de responsabilité et de hiérarchie. Ce qui crée une égalité finalement des responsabilités et un fonctionnement collaboratif, et également dans la façon dont ils étaient rémunérés dans les équipes, qui illustrait en fait cette égalité. Et ça a super bien fonctionné. Alors c'est peut-être aussi particulier au fait que c'est un projet éphémère, que c'est un projet en temps de crise, qui est un projet très solidaire, comme tout ce qu'on a dit auparavant. Mais ça montre qu'il y a des façons de travailler différentes en fait, et dans lesquelles on peut amener plus de bienveillance et s'écouter. Et je pense que c'est aussi très lié à la façon dont on fonctionnait dans les fonctions transverses de soutien aux cuisines, dans toutes les fonctions qu'on avait. On avait organisé les choses en fait en pôles. Donc on avait 7 pôles avec chacun ses propres missions et on avait une répartition des tâches très précise. Par exemple, on avait un pôle qui gérait toutes les commandes aux producteurs et aux productrices. On avait un pôle qui gérait la création des recettes. On avait un pôle qui gérait les demandes de financement. On avait un pôle qui allait faire tout ce qui était la communication, la coordination du projet. Et tous ces pôles-là fonctionnaient à l'horizontale. Donc, il n'y avait pas de verticalité. C'est un fonctionnement très collaboratif. Et alors, c'est assez atypique. Et en même temps, comme disait Ariane, on ne se connaissait pas. Et ça a super bien fonctionné. Donc, c'était une grande surprise pour nous tous. Et finalement, humainement, ça nous a apporté aussi énormément de choses parce qu'on s'est rendu compte que c'était possible de fonctionner si on avait ces valeurs, si on avait cette envie et cet engagement aussi pour un projet qui avait du sens pour nous tous, puisque c'était aussi vraiment recréer ce cercle vertueux et c'est la raison pour laquelle on était tous et toutes là. Avoir cette organisation finalement nous a montré que c'était possible et que je pense aussi que ça nous a permis d'avancer très vite. Cette répartition des tâches, finalement, on peut penser parfois avec un petit biais que travailler en collectif, ça va être plus long, ça va demander plus de réunions, ça va enclencher plein de process. Et dans notre cas, comme il fallait agir vite, ça a finalement aidé à répartir les tâches et à avancer en fait encore plus vite. À dire, bon, bah, ok, toi, tu as des compétences en communication, bah, tu vas gérer la communication, moi, je ne vais pas m'en mêler parce que c'est pas mon truc. Moi, je sais gérer les commandes aux fournisseurs parce que je suis une professionnelle enfin pas moi en l'occurrence, mais certains restaurateurs savent gérer les commandes de fournisseurs. Ok, ils vont gérer ça indépendamment et on va tous se faire confiance. Il y avait un énorme niveau de confiance dans cette façon dont on a travaillé de façon collaborative et je pense qu'à la fois en cuisine et à la fois sur toutes les fonctions et tous les pôles qu'on a eus, ça s'est vraiment traduit dans un projet collectif. Et alors, on nous transmet une question justement qui arrive justement des personnes qui suivent la conférence, à savoir si on a rencontré des obstacles importants dans la mise en œuvre de cette initiative et si on a été encouragé par l'État ou des collectivités. On va prendre ces questions une par une, hein. Ariane et Agathe, parce que je pense que là, oui, on pense aux mêmes choses. Voilà. Et normalement, voilà, enfin, on n'est pas très langue de bois, hein, la communauté écotable, hein. Désolé pour ceux du coup, qui vont pas être épargnés. Sur les obstacles importants, on parle des lobbies ou et enfin, je peux y aller, hein, je peux commencer, ça ne me dérange pas. Vas-y, Hervé. Bah voilà, enfin, en fait, très simplement, il y a un grand groupe qui voilà, s'occupe des cantines hospitalières en temps normaux, qui a littéralement disparu pendant un mois de temps, hein, à partir du 15 mars. On était franchement assez sidérés
par ce silence assourdissant. Donc, comme on vous le disait, hein, les cantines fermées ou tournées au ralenti. Et il n'y avait plus personne qui répondait en fait sur non, ben, on va même pas vous envoyer un petit panier repas, non, rien, non, non. Et puis enfin, on les a vus quand même débouler comme des ovnis hein, dans tout ça, en nous regardant, genre, mais ils vont se calmer les beatniks. Bah, raté, on n'est pas des beatniks. Voilà. Et puis en plus, on sait y faire, on sait cuisiner. Oui, oui, on est au courant pour les normes d'hygiène. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont des restaurants. Enfin voilà, on débarque plein de Mars, quoi, en gros. Donc, je préfère dire les choses de façon très cash parce que ça va éviter qu'on rentre dans le détail et mettre des coups de pelle là où ça serait pas élégant de le faire. Mais quand même, c'était un peu ça par moment. Et les jours où c'était hallucinant quand on voyait certains trucs. Finalement, au bout de quoi? Allez, de un mois de temps, cet acteur a fini par refaire surface par une voie un petit peu dérivée de un traiteur de très grand renom, dont on ne citera pas le nom, lui non plus, euh, va nourrir les cantines de la PHP, etc. Enfin, en fait, c'était des plateaux repas. Enfin, je ne veux même pas imaginer ce qu'aurait donné le sourcing euh, des produits si on avait été ouvrir ce plateau repas. Voilà, mais bref, passons là-dessus. Donc, des obstacles importants. Pas tant que ça, parce qu'en fait, d'une manière, quelque part, bah, ils n'avaient personne à part nous pour nourrir les soignants, donc ils étaient bien obligés d'accepter quelque part qu'on vienne livrer. Et puis, enfin, on a fini l'opération à 800 repas par jour, donc quand même, c'était du pain béni quelque part. Je ne sais pas si vous voulez rajouter là-dessus, Ariane, Agathe. Bah, peut-être que ce que je peux ajouter sur ce que tu dis, c'est que il y a, il y a- il y a- il y a il y a un positionnement intellectuel aujourd'hui auprès d'acteurs économiques gros historiques qui est de dire en fait, on ne peut pas faire autrement que comment on fait. Nous, on sait faire, ça fait des années qu'on fait et il n'y a pas d'autre manière de faire. Ou en tout cas, on peut changer les choses à la marge, mais on ne peut pas faire complètement différemment. Et nous, on a démontré, et on démontrait déjà un petit peu des petites échelles avant le confinement, mais la restauration collective, alternative, elle est possible. Il n'y a pas de fatalité, on n'est pas obligé de considérer que les gens sont des ventres sur pattes et qu'il faut remplir les ventres. Non, on peut restaurer les gens. C'est quand même pas du tout la même chose. Et du coup, je pense que oui, quelque part, on est un peu le grain de sable qui vient démontrer que, bah, en fait, c'est pas, enfin, on a mis un peu on a fait en sorte que de démontrer que c'était possible de faire autrement. Et pour nous, c'est très important, aussi dans le bilan de cette opération, c'est qu'il n'y a pas de fatalisme. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire, ah bah ouais, mais c'est normal quand on fait 800 repas, c'est normal qu'il n'y ait pas d'amour dans les assiettes. Mais non, c'est pas vrai en fait. Et on a démontré que c'est possible de mettre des vrais produits, d'acheter des vrais produits à des producteurs et de mettre de l'amour dans les assiettes et que ce soit bon et qu'on puisse et qu'on soit fier de ce qu'on envoie, etc. Et je pense que ça, on n'a pas eu d'obstacle à ça, et c'est des obstacles de type lobbying, mais pas des vrais freins. Personne ne nous aurait empêché de faire ça. Franchement, le seul truc qui aurait pu nous empêcher, c'est qu'on ne collecte pas d'argent. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas, et qu'on avait une telle énergie que je ne vois pas ce qui aurait pu nous arrêter, à part le fait de ne pas avoir d'argent. Et quand on a reçu le message en nous disant à la PHP, c'est bon, ils ont assez à manger, c'est pas la peine de continuer à les livrer, nous, on a livré plein d'autres structures médicales qui ne sont pas dans la PHP, qui sont autour de Paris, et qui étaient ravis de pouvoir avoir accès aux repas qu'on produisait. Donc, et bon, après, sur le soutien État et collectivité, ça c'est plus de l'ordre du financement peut-être. Hervé ou Agathe, je ne sais pas si l'un d'entre vous a plus de billes sur ce sujet. Je peux y aller sur l'État. On a touché 0 € hein, très clairement. Enfin, d'un côté, enfin, je vais dire les choses de façon très cash parce que je ne sais pas les dire autrement, et c'est pas que j'ai envie d'être cash, c'est simplement que c'est comme ça. D'un côté, en gros, on nous expliquait qu'il y avait un effort de guerre à faire face à un virus, ce qui nous a quand même, nous, en interne, fait doucement sourire. Voilà, et que derrière, en gros, les soignants allaient être en première ligne de cette guerre. Et derrière, on avait oublié en fait un fondamental, mais vraiment un fondamental justement dans ce cas-là, de l'art de la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes armées sans bons cantiniers ou bons vivandiers. C'est quelque chose qui existe depuis la Révolution française. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui a permis
je ne sais combien de victoires françaises depuis lors. Voilà. Et ben là, en fait, on se dit, oui, oui, on va faire la guerre contre un virus. On peut déjà douter de la manœuvre. Mais en plus, derrière, on se dit, bah, allez-y, faites la guerre. Et puis, on verra. Si vous avez faim, on se débrouillera bien. C'était lunaire, en fait. C'était complètement lunaire comme approche. Du point de vue, niveau État, on a eu 0 € de la part de l'État. Je crois que sur les collectivités, on a été soutenu par la mairie de Paris, ça oui, et ensuite on a été soutenu par toute une série de fondations, parmi lesquelles la Fondation de France, la Fondation EDF, la Fondation Vinci pour la Cité. On a aussi été soutenu par Ernst Young, Parthenon et Le Bon Coin. Enfin, il y a eu tout pléthore d'initiatives qui se sont créées justement pour compléter en fait l'apport des citoyens. Et là, je vous parle des grosses aides, mais à côté de ça, il y a eu aussi des initiatives comme la fromagerie Goncourt dans le 11e arrondissement qui décide de vendre des masques en tissu et de reverser les fonds à l'opération Restaurons les soignants durablement. Enfin, il y a eu pléthore de petites actions comme ça, mais qui ont fait une grosse différence. Et là, je vois que on a d'autres questions. Je ne vais peut-être pas être plus long là-dessus. Mais par contre, dans les questions qu'on a à Ariane et Agathe, on a évidemment une première question qui est, les deux en fait se rejoignent. D'une part, comment pensez-vous pouvoir pérenniser l'activité du réseau après la crise? Et d'autre part, est-ce que cette initiative a donné de nouvelles perspectives à la communauté écotable? Peut-être sur cette deuxième question, je pense qu'on peut parler de plein de choses là en fait. Ariane, est-ce que tu veux commencer à parler de tout ce qui a trait à la restauration collective durable comme l'action sociale peut-être? Et puis Agathe, est-ce que tu veux dire un mot peut-être de tout ce qu'on prévoyait et ce qu'on va redéployer surtout à partir de septembre? Et on a besoin de l'aide de tout le monde là-dessus, soyons très clairs. On va vous en parler à la fin, on ne vous laissera pas partir sans vous proposer de vous engager. Donc, peut-être Ariane pour commencer, ensuite Agathe sur le quartier pilote. Oui, disons que sur la restauration collective alternative, plus durable en tout cas que celle qui semble une fatalité aujourd'hui, on l'a fait avec les soignants. En parallèle, il y a eu cette mobilisation auprès des précaires, dont le montage et le modèle économique est assez différent. Parce qu'il n'a pas les mêmes sources de financement, il n'est pas organisé de la même manière, mais il y a eu aussi une très grosse mobilisation d'un collectif qui s'appelle Ralliement, dans lequel il y a beaucoup d'acteurs, dont les grands voisins, dont Linky, dont les marmites volantes, mais aussi Ernest, l'association. Enfin, on a été plusieurs à se mobiliser pour pouvoir produire des milliers de repas à destination des précaires. Il y a aussi le Refugee Food Festival, qui est un acteur important qu'il ne faut pas oublier, où on a eu jusqu'à 4 cuisines qui ont tourné en même temps, avec des bénévoles qui transformaient des invendus, et on a produit des milliers de repas. Alors, je pense qu'on a dépassé les 50 000 repas à destination des précaires. Donc, c'est vrai que, et ça aussi, c'est de la restauration collective, en fait. Et on les a nourris avec de l'amour, avec des plats qui étaient chauds, avec une envie de les restaurer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, on se dit, mais sur l'aide alimentaire aussi, sur le scolaire, on peut mieux nourrir les enfants, les adultes, on peut mieux les nourrir, et l'aide alimentaire, il y a aussi un enjeu à mieux nourrir ces gens qui souffrent déjà par ailleurs de bien d'autres maux. Si on peut faire quelque chose sur la partie alimentaire, Ernest le faisait déjà à son échelle petite, mais là, ce collectif Ralliement, il a aussi fédéré des énergies hyper fortes. Et ça augure de se mobiliser ensemble, de bonnes choses sur la suite. Le chemin n'est pas simple sur l'aide alimentaire parce que les budgets dédiés à ça sont quand même tout petits, et des miracles avec très peu d'argent, c'est pas possible, hein, soyons clairs. Mais il y a d'autres manières. On est déjà en train de réfléchir à la suite avec Ralliement. Donc ça cohabite, et il y a des liens avec Écotable. Donc la suite de la communauté, c'est aussi un sujet passionnant. Donc je laisse la parole à Agathe.
Peut-être du coup, Agathe, je vais enchaîner sur le quartier pilote et la formation brièvement, parce qu'il y a deux questions où tu seras parfaite pour répondre les questions de Jean-Gabriel et de Camille. Je te laisse le temps d'en prendre connaissance. Juste pour vous dire du coup que dans la foulée justement de cette opération, on avait plein de projets, plein les cartons, on ne manque pas d'idées à la communauté écotable. Parmi ces projets, il y avait par exemple, ça c'était avant la crise, on avait déjà fait une réunion pour commencer à réfléchir à ce que ça voulait dire et comment le mettre en œuvre. Il y avait notamment ce projet d'un quartier pilote de l'alimentation durable. Euh, Ça peut sembler quelque chose comme ça de très technique, mais pas du tout. Notre idée, c'était simplement de travailler de façon pionnière à l'échelle d'un quartier dont l'épicentre est le métro Goncourt à Paris, permettant ainsi d'avoir au sud le quartier du Canal Saint-Martin, de la Folie-Méricourt, qui est un quartier voilà, avec des populations plutôt aisées, et au-dessus de cet épicentre de Goncourt, le quartier Belleville Sud, qui est beaucoup plus populaire, et de voir comment est-ce qu'en fait, en utilisant l'alimentation durable, on pouvait justement créer du vivre ensemble, on pouvait justement revenir au principe du fait que l'alimentation, c'est ce qui permet de s'attabler, de se comprendre, de partager justement des valeurs communes, quelles que soient justement nos revenus, nos activités et tant d'autres. À côté de ça, l'idée, c'était aussi de repenser à l'échelle de tout un quartier comment est-ce qu'on imagine des commandes communes à des restaurateurs à l'échelle de tout un quartier, comment est-ce qu'on imagine la logistique à l'échelle de tout un quartier pour éviter les 1001 camions qui peuvent venir livrer au cours d'un mois, et tant de choses. On est encore en train de définir ce que va être ce quartier pilote. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on va commencer à travailler assidûment à partir de septembre. Et toutes les bonnes volontés en la matière sont les bienvenues. Je préfère ne pas en dire trop aussi parce que je ne pourrais pas le figer, ce quartier pilote. En fait, ce quartier pilote de l'alimentation durable, il doit inventer justement l'alimentation durable en ville, en avançant et en associant un maximum de citoyens. L'autre action qu'on a également dans nos cartons et qu'on va lancer à compter de septembre, c'est tout ce qui a trait à la formation. On a au sein de la communauté écotable la chance d'avoir les professionnels les plus engagés, souvent les plus avancés en matière de restauration et d'alimentation durable. L'idée, c'est justement que ces professionnels peuvent permettre de former des professionnels qui, eux, veulent opérer une mutation de leur restaurant ou de leur activité alimentaire. Donc, on est en train de travailler sur tout un schéma, tout un projet qui va être emmené notamment par Pierre Vimont et Simon Alperin de la communauté écotable. Et ça, c'est pareil, ce sera à partir de septembre. On a aussi tout un pôle plaidoyer qui va se développer. J'en dis pas trop là-dessus. Je ne voudrais pas donner trop d'indices à nos amis lobby. Voilà. Mais en tout cas, on a plein de bonnes idées. Ça, c'est très clair. Et Agathe, je te redonne la parole du coup, pardon, peut-être pour répondre à Jean-Gabriel et Camille qui nous demandent comment est-ce qu'on va continuer d'intervenir dans les cantines d'hôpitaux, dans les cantines, qu'elles soient d'entreprise, justement après cette opération. Peut-être qu'Ariane, tu pourras rebondir aussi derrière là-dessus. Agathe? Oui, complètement. Ce qu'on a vu en fait dans ce projet, c'est qu'il y a des acteurs de la restauration collective qui étaient prêts à soutenir aussi des projets comme le nôtre et qui nous ont accompagnés aussi dans ce projet-là, ce qui était parfois une surprise. Et ça montre qu'il y a aussi des changements dans la restauration d'entreprise, dans la restauration d'hôpitaux et dans les mentalités. Et il y a une demande aussi vraiment des citoyens et des citoyennes qui sont nourris par ces entités de restauration collective, d'avoir accès à une restauration plus saine, d'avoir accès à une restauration qui nourrit et qui est engagée aussi, plus locale. Et donc, on est
est en contact aussi avec certains de ces acteurs qui ont envie de réfléchir à des façons d'avancer ensemble. Donc, on n'a pas aujourd'hui de projet concret dans une cantine et d'actions dans un hôpital demain, mais c'est vraiment des sujets auxquels on réfléchit parce qu'il y a clairement des réflexions à avoir sur ces sujets. On n'est pas les premiers à réfléchir à faire de la restauration collective durable. Il y a des cantines dans toute la France qui avancent dans le sens de restauration durable, de restauration biologique et qui arrivent à maintenir des coûts acceptables pour des collectivités. Donc c'est que c'est possible et qu'on peut peut-être pérenniser ces actions-là. Faire ce projet tel qu'on l'a fait sur de la durée, c'est pas réplicable de la même façon exactement. Pourquoi? Parce que ce projet était vraiment un projet de crise et qu'il y a énormément de facteurs qui font qu'on ne pourrait pas le répliquer. Par exemple, simplement le fait qu'on nous ait prêté des cuisines qu'on n'a pas dû payer. Enfin, voilà, il y a plein de postes de coûts qui n'ont pas été imaginés, mais c'est sûr qu'il y a des actions à réfléchir sur la restauration collective et qu'il y aura des initiatives dans ce sens-là, des réflexions dans ce sens-là. Il y a une autre chose, je pense, qui peut être intéressant également dans les engagements de la communauté pour la suite, c'est la question de l'échelle des projets et de ce qu'on a soutenu. Cette initiative dont on vous parle, elle a eu lieu à Paris, mais on a également soutenu beaucoup d'initiatives qui ont eu lieu en région. Et en région, en fait, on a eu un échange de bonnes pratiques, on a vraiment échangé en direct avec des initiatives qui nous ont dit, en fait, on voudrait faire la même chose à Lille, à Marseille, en Touraine. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, on a créé des outils et on a vraiment, en toute transparence, discuté avec ces initiatives qui ont pu se lancer. Il y a eu Restaurons les soignants du Touraine, on a eu les soignants Mange local à Lille, la table des soignants à Marseille. Et donc, ça va aussi complètement dans le sens des futures actions de la communauté qui veut continuer à se développer en région et pas être simplement centralisée à Paris. Et donc, par la suite, on va continuer à développer des activités en région et potentiellement avoir des référents dans 4 grandes régions françaises. Voilà. Parfait, merci, merci Agathe, ça a permis justement de répondre à une question qu'on avait là-dessus sur le partage des bonnes pratiques et ça a été quelque chose auquel on a tenu immédiatement. On savait qu'on n'était pas capable, nous, communauté, de se déployer en région, puis ça demandait déjà énormément de boulot, rien que sur l'Île-de-France. Mais par contre, et notamment tout le travail qu'a fait Alix Gerbet de la table du réchaud avec toi, Agathe, a été essentiel pour permettre à d'autres initiatives de très vite se lancer à des échelles, à d'autres échelles régionales ou locales. Et on a une autre question qui nous vient du chat, à savoir que on nous demande en fait si l'activité de notre réseau va reposer en grande partie sur un engagement bénévole, comme c'est le cas aujourd'hui, ou si on souhaite poursuivre ce modèle, ou si on souhaite pérenniser et créer des emplois au futur grâce à cette activité. Je vais me livrer à la réponse là-dessus. Très franchement, on espère qu'à partir de septembre, les projets qu'on va lancer, que ce soit sur le quartier pilote de l'alimentation durable, la formation, le plaidoyer, mais aussi la restauration collective durable, l'action sociale et sans doute d'autres projets encore qui vont venir. On espère très clairement que ça va nous permettre justement de lever des fonds pour les mettre en œuvre parce qu'on en aura besoin très clairement et par ailleurs justement de pouvoir avoir les premiers permanents au recrutement en tout cas de la communauté écotable. On sait que cette opération nous a permis de franchir un palier en termes de notoriété, en termes de reconnaissance de notre action, mais on ne voit pas ça comme le dernier étage. Pour nous, on est juste passé du rez-de-chaussée au premier et on a l'intention de continuer à monter, à être ce grain de sable dont parlait Ariane. Parce qu'en fait, il y en a très clairement besoin. Je ne sais pas si tu veux compléter, Ariane, là-dessus, justement, sur l'avenir de la communauté écotable. En tout
cas, ce qui est sûr, c'est que la transition alimentaire et sa nécessité, elle existait avant le confinement. Et heureusement, il y a beaucoup d'acteurs qui étaient engagés dans le monde d'après et qui n'ont pas attendu le Covid pour s'approvisionner en local, circuler à vélo et être solidaires. C'est tant mieux s'il y a des gens qui ont découvert ça à l'occasion de ce confinement, et j'en suis ravie, et tant mieux pour eux. Mais heureusement qu'il y avait des gens qui ont pensé à ça avant, et que d'un coup, c'est pas le 11 mai au matin que le monde d'après s'est réveillé, que ça fait des mois, c'est des années pour certains, que des citoyens, des associations, des consommateurs, des Parisiens, des provinciaux, partout, il y a des gens qui se mobilisent déjà dans l'ambition de porter une transition alimentaire et de dire il est possible de se nourrir autrement, chez soi, dans les écoles, au bureau, en pique-nique, etc., que ce soit sur les produits, sur l'emballage, sur les types de boissons qu'on consomme. Donc, cette dynamique, elle existait déjà. Ce qui est clair, c'est que la communauté écotable, elle a envie d'accélérer cette dynamique, elle a envie d'être un outil pour ceux qui ont envie de s'en saisir et ceux qui ont envie d'y participer, pour accélérer sur certains sujets, tout sûrement pas, mais bon, Hervé vous a fait quand même un panorama. Il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui sont des sujets qui sont aussi portés par des membres actuels de la communauté, qu'on dit, bah, moi, ça m'intéresse, mais tout seul, je ne ferai rien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut avancer. À notre échelle, on est encore petit, mais plus on sera nombreux, plus on pourra faire avancer les choses sur plein de territoires, sur plein d'enjeux, et peut-être même sur des sujets qu'on n'a pas encore identifiés ou qui ne nous semblent pas prioritaires. Et je pense qu'il y a une vraie ouverture d'esprit dans la manière dont on porte cette communauté. On est intéressé par des projets, par des idées, par des gens qui ont envie de partager avec nous et de participer à cet élan qui, encore une fois, existait avant, existera encore après, et est indispensable. Et je pense qu'aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est là. Je pense que les résultats des dernières élections municipales prouvent qu'il y en a de plus en plus des gens qui s'intéressent à ce sujet de l'environnement, et en particulier de l'alimentaire. Donc, c'est très porteur, et la communauté écotable a vocation à jouer un rôle là-dedans. Venez avec nous pour porter cette volonté de changement. C'est peut-être ça que j'ai envie de dire avec mes mots. Je laisse Agathe et Hervé donner les leurs. Agathe, je pense que tu es un exemple justement de typiquement une passionnée qui a rejoint la communauté écotable il y a fin d'année dernière. Et peut-être raconte comment ça s'est passé, parce que de passionné qui nous rejoint en fin d'année dernière, tu es devenu une personne ultra clé dans le succès de cette opération Restaurant les Soignants durablement. Oui, complètement. En fait, je pense que ce qu'Ariane disait, c'est que cette communauté, elle est hyper ouverte à toutes les volontés, et qu'on a besoin de monde pour toutes ces envies et ces projets. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu, parce que je me suis rapprochée en fait à différents événements de la communauté. Je pense que c'était un buffet et une conférence débat qui était organisée en novembre ou en décembre, dans lequel j'ai commencé à rencontrer les acteurs de la communauté. Puis après, il y a eu des petits déjeuners qui ont été organisés. Ce sont des événements de partage d'expériences et qui reprendront à partir de mi-septembre, dans lesquels en fait tous les membres de la communauté sont les bienvenus, et ça ne se restreint pas en fait simplement à des professionnels de la restauration et c'est je pense la force de ce réseau. Moi, c'est ce qui m'a fait en fait intégrer la communauté et devenir membre très facilement. Puisqu'en fait, pour devenir membre, il suffit d'aller sur le site internet de la communauté écotable et d'adhérer à l'association avec un don de ce qu'on veut, en fait, parce qu'on veut simplement laisser la possibilité à tout le monde de pouvoir adhérer. Donc, même 1 euro symbolique permet de devenir membre de la communauté écotable. Et ensuite, après, j'ai eu accès du coup à un groupe Facebook qui rejoint l'ensemble des membres de la communauté, et c'est comme ça que lors du lancement du projet, on a mis des synergies en commun, et que voilà, ça montre, c'est un bon exemple de l'envie de regrouper tous les acteurs, quels qu'ils soient des acteurs économiques, qu'ils soient des acteurs individuels et citoyens comme moi, qu'ils soient des distributeurs aussi peut-être dans l'alimentaire, et de faire des synergies en fait de toutes ces envies.
complètement, et peut-être pour conclure, parce que je vois qu'on arrive à 18 heures progressivement, enfin, pour compléter, enfin, voilà, cet appel d'Ariane et d'Agathe à vous engager avec nous, enfin, j'ai envie de vous dire que, enfin, il y a un peu plus d'un an à peine se crée cette communauté écotable, et voilà, on a déjà fait tout ça. Enfin, je pense que si on nous l'avait prédit, on aurait dit oui, bien sûr, c'est ça, ouais, ouais, on va faire 800 repas par jour, puis on aura tous les chefs dans une même cuisine, bien sûr, et puis on va livrer 29 hôpitaux, enfin, mais on n'y aurait pas cru nous-mêmes. On aurait rigolé en disant non, oui, bien sûr, oui, pourquoi pas, ok. Et puis, bah, en fait, c'est ça, en fait, il y a une espèce de grande liberté de parole, d'esprit, de discussion, d'échange, de partage, une soif aussi de se connaître les uns les autres dans cette communauté écotable. Pendant longtemps, en fait, les acteurs de l'alimentation durable, je vous parlais tout à l'heure de comment on a pu être accueillis par moments en nous regardant, genre, mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de bobos ou bobos cool qui déboulent pour nourrir les soignants, on leur a rien demandé. Et en fait, la seule chose, c'est que pendant des années et des années, il y a eu plein d'initiatives qui ont été menées individuellement, chacun dans son coin, parce qu'en fait, c'était les prémices, c'était le début. Et là, en fait, la communauté écotable, c'est cet espace dans lequel tous les pionniers, tous les leaders, justement, sur les enjeux de la restauration durable, se retrouvent et sont capables d'unir leurs forces. Et pour ça, on a vraiment besoin de tout le monde pour aller encore plus loin. Je ne sais pas jusqu'où on ira. En fait, notre idée, c'est pas de dépasser les limites tous les 4 matins, mais en fait, on ne se pose pas, on ne se pose pas en fait des équations dans lesquelles on se dit qu'il y a des choses qui sont impossibles. Voilà, soyons très clairs. La transition alimentaire, elle se fera uniquement si on décide justement de balayer, de poser les greffes qu'il faut sur un système qui ne fonctionne plus, qui appauvrit nos terres et qui finit justement par rendre parfois détestables nos assiettes. Nous, on a envie justement d'une alimentation désirable, responsable et durable. Et pour ça, rejoignez-nous parce qu'on ne sera jamais de trop pour continuer à mettre en œuvre des projets dont on serait bien incapable de vous parler maintenant, mais qui sait ce qu'on fera avec vous dans un an. C'était la conclusion, je crois. Oriane? Oui, merci Hervé et merci à Ariane et Agathe pour ces échanges riches et positifs. Merci aussi à vous qui avez suivi cette rencontre. Si vous souhaitez la voir ou la revoir, rendez-vous sur notre page Facebook, celle des canaux bien sûr, et sur notre site internet et bientôt sur notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour la projection du documentaire Jeune bergère, ici sur la page Facebook à partir de 19 h. Cette projection sera suivie d'une table ronde avec la réalisatrice du film et la protagoniste principale. Pour ne rien rater de la suite de tous ces événements, abonnez-vous à notre page Facebook. La semaine prochaine, dans le cadre du Festival de l'économie engagée, on vous proposera tout un programme dédié au tourisme durable et responsable. À très bientôt.